Bien, bonjour à tous, bienvenue donc pour ce webinaire. Nous ferons bien sûr également un point donc sur le droit, hein, en dehors des dispositifs qui peuvent être proposés dans un cadre professionnel. Nous avons donc le grand plaisir d'accueillir Philippe Triboulet. Vous êtes directeur diversité et accompagnement RH des métiers à la Banque Populaire Val-de-France. Madame Elisabeth Vado, vous êtes responsable du département Autonomie Plus pour Malakoff Humanis. Et Monsieur Yves Demazy, vous êtes travailleur social et formateur pour APF France Handicap. Merci beaucoup à tous les trois. Et bien sûr, vous posez toutes vos questions dans le chat. Donc, Philippe Triboulet, peut-être je me tourne vers vous pour démarrer cette session. Depuis combien de temps donc, la Banque Populaire s'est-elle engagée à soutenir les aidants? Eh bien, bonjour Hélène, merci pour cette question. Oui, il faut démarrer par le commencement. Eh bien, ça a démarré en fait en 2019. Une année auparavant, nous étions engagés auprès d'une association qui s'appelle Cancer at Work, en signant une charte d'accompagnement auprès de tous nos collaborateurs, soit malades, soit en situation de handicap. Et au fil des premiers mois de l'année 2018, on s'était aperçu qu'il y avait une catégorie de collaborateurs qu'on ne connaissait pas beaucoup, qu'on a appelé les aidants et qui nous ont interpellés en fait sur ce que nous pouvions faire pour les accompagner. Et finalement, via le biais d'une autre entreprise du groupe BPCE auquel nous appartenons, nous avons été mis en relation avec un cabinet qui nous a permis de démarrer des sensibilisations et des conférences auprès de ses collaborateurs. Très bien. Et vous aviez quand même un référent handicap depuis de nombreuses années. Ces missions, je pense, évolué de ce fait-là. Exactement, tout à fait. Nous avions un référent handicap depuis une quinzaine d'années au sein de l'entreprise et tout naturellement, on a élargi notre champ d'action, mais peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard pour que cette référente handicap soit aussi en visibilité interne sur la population des aidants. Et donc aujourd'hui, elle est référente handicap et référente aidant. Et donc, au niveau de la Banque Populaire, quelles sont les actions plus spécifiquement mises en place pour les proches aidants? Alors, je vous disais tout à l'heure que nous étions engagés depuis 2019 de manière active et c'est le cas. Chaque année, on essaye de faire toujours plus auprès de nos collaborateurs aidants et finalement, nous avons opéré de manière empirique. Par exemple, dès 2019, nous avons mis en place un dispositif de conférence à l'attention de l'ensemble des collaborateurs qui le souhaitent, qu'on soit aidant ou qu'on ne le soit pas, parce que nous sommes partis de deux principes. Le premier, c'est que on a tous été aidants, on est aidant ou on sera aidant, pour paraphraser une phrase célèbre. Et l'autre postulat de départ, c'est que nous avons apporté une définition la plus large possible au concept d'aidant. En fait, on est aidant une semaine, un mois, 6 mois, 10 ans, auprès d'un proche âgé, d'un proche plus jeune, d'un compagnon, voire d'un voisin, ce qui nous a permis effectivement d'avoir un champ des possibles important dès la première année. Donc, des conférences qui permettaient pour ceux qui le souhaitaient de bénéficier d'un accompagnement plus personnalisé. Ensuite, on a essayé de travailler davantage la sensibilisation auprès de nos managers. Et donc, dès 2020, nous avons permis à des managers ou des personnes clés de l'entreprise de bénéficier de cette sensibilisation. Et toujours depuis 2020, nous formons tous nos jeunes managers au sujet de diversité au sens large. Donc, vous avez tous les sujets de discrimination, dont la maladie au travail, dont le handicap et dont les aidants. En parallèle de cela, nous avons créé un groupe Yammer Aidant, qui réunit aujourd'hui une communauté de 150 collaborateurs, auprès desquels nous communiquons régulièrement sur les actions que nous pouvons mener à leur rencontre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus depuis ces dernières années? On a aussi l'habitude de travailler en atelier, c'est-à-dire que sur tous nos sujets de diversité, chaque année, on va être amené à solliciter des collaborateurs pour venir réfléchir sur ce qu'on peut faire de plus.
Grâce à ces ateliers, eh bien, on a eu quelques avancées auprès de nos collaborateurs aidants. Par exemple, ils peuvent bénéficier de 4 jours par an ou 8 demi-journées pour accompagner un proche aidant. Ils peuvent aussi bénéficier de dons de jours dans le cadre de la création d'un fonds de solidarité. Alors, on connaissait le don de jour depuis plusieurs années à la banque, hein, qu'on retrouve un petit peu dans beaucoup d'entreprises. Mais ce fonds de solidarité, c'est un fonds qui est à discrétion de l'ARH, qui permet de libérer des jours auprès de collaborateurs qui soit sont malades, mais souvent qui sont dans l'accompagnement. Et voilà, on aménage aussi le télétravail qui s'est développé dans l'entreprise. On a la capacité aussi d'aménager les horaires de nos collaborateurs. On a donc ce suivi personnalisé, puisque je vous disais que nous avons une référente handicap qui est aussi référente aidante, donc elle est en visibilité en interne. Et comme cela fait maintenant près de 5 ans que nous sommes sur ce sujet-là, eh bien la communication en interne montre vraiment cette visibilité et on a des clients, puisque nos collaborateurs sont avant tout nos clients, qui nous appellent pour connaître les dispositifs et voir comment nous pourrions les accompagner. Je terminerai mes propos en vous disant que depuis quelques mois, nous avons signé un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Prevencare, qui permet à des collaborateurs aidants de bénéficier d'une prestation payée par l'entreprise pour venir auprès de leurs proches aidants. Voilà, vous voyez, chaque année, on ajoute un petit peu des briques à notre accompagnement de nos aidants et c'est plutôt un sujet qui est très bien vécu en interne, qui est partagé, j'aurais peut-être dû commencer par là, hein, parce que c'est la base de tout, qui est partagé par notre direction générale depuis de nombreuses années pour plus de diversité et donc plus d'inclusion. Ce sont des projets vraiment qui sont portés au plus haut niveau. Nous avons un DRH, Denis Thévenard, qui est là depuis une petite quinzaine d'années et qui est extrêmement moteur sur ces sujets-là. Et toute cette implication a permis la création de la direction diversité, dont je suis le représentant, et nous a permis aussi d'être récompensés à travers différents labels, que sont les labels AFNOR Diversité et Égalité Pro, mais aussi un label Cancer at Work, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui a vraiment été une association qui nous a permis de nous ouvrir sur tous les sujets de la maladie au travail en entreprise. Et puis dernièrement, une labellisation auprès de nos amis de Andéo pour le volet aidant. Tout à fait. Et c'est nos amis hein, de Andéo, nos amis communs qui nous ont permis de repérer toutes les initiatives que vous avez mises en œuvre. Et peut-être hein, une question sur cette labellisation, est-ce qu'elle est importante pour vous et est-ce qu'elle vous aide peut-être dans la mise en œuvre de nouveaux projets? Alors pour nous, ça a été fondamental, ces labellisations, pas tellement sur l'aspect com, parce que évidemment, souvent, c'est ce qui revient lorsqu'on peut avoir un regard critique sur les labellisations. Mais pour nous, ça a été fondamental dans le sens où ça nous a permis, un, d'inscrire notre action dans le temps, et deux, de mieux structurer nos actions. Nous sommes sur des labels qui sont exigeants en termes de résultats et en termes d'innovation sociale. Parce que finalement, ce que nous apprennent les labels, c'est que vous êtes tout le temps en recherche perpétuelle d'innovation pour continuer à mériter les labels qui ont une durée de vie limitée. Et en fait, c'est absolument passionnant parce qu'on est sur des sujets qui sont très apaisants pour le climat social de l'entreprise. Et lorsque vous allez sur ces sujets de diversité, les organismes qui vous labellisent vous demandent un partenariat le plus large possible, évidemment partagé au plus haut niveau de l'entreprise, mais aussi un partage des avancées, des innovations sociales avec les partenaires sociaux. Et en cela, les labels permettent de maintenir ou de conforter un climat social apaisé. Et comme en plus, nous avons un DRH dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est très innovant sur ces questions sociales, eh bien, on avance avec de belles innovations chaque année et on en est fiers. Merci. Peut-être hein, une dernière question sur ces dispositifs. Quels sont un petit peu les facteurs de réussite
et les obstacles, alors, parce que vous en avez mis un certain nombre, donc vous avez le recul, l'expérience, donc les atouts et puis peut-être les freins à lever. Alors, les atouts, ce dont on peut être le plus fier, c'est la reconnaissance en interne de nos clients collaborateurs. Ce sont en fait de petites victoires lorsque vous êtes au quotidien avec ces collaborateurs qui sont aidants et qui nous sollicitent pour telle ou telle situation. Eh bien, ils n'hésitent pas à nous faire des retours positifs. Donc ça, voilà, quand vous êtes en relation avec un client, on sait très bien que on n'a pas toujours le retour escompté. Mais voilà, d'avoir ces retours-là nous conforte dans l'idée d'aller toujours plus loin et ça donne une image positive de l'entreprise auprès de ses collaborateurs. L'autre satisfaction, c'est le fait qu'on est engagé sur ce sujet-là depuis maintenant 5 ans. Et quand vous êtes inscrit depuis 5 ans de manière pérenne, donc, vous avez cette visibilité en interne qui continue à vous conforter. Et voilà, donc de cela, on peut être fier aussi. Cette durabilité dans les actions nous permet aussi d'avoir de la visibilité en externe. Et on peut être sollicité par des entreprises qui nous demandent quel a été notre chemin, comment est-ce qu'on a pu faire toutes ces actions. Voilà, donc de cela, on est évidemment porteur aussi. Et comme je suis par ailleurs ambassadeur Cancer at Work, j'essaye de prêcher la bonne parole au sein du groupe BPCE comme en dehors. Côté frein, au début, ça n'a pas toujours été simple parce que il faut impliquer tous les acteurs de l'entreprise, à commencer par les managers. Et on sait que si vous n'embarquez pas les managers dans ce type de dispositif d'innovation sociale, il peut y avoir aussi, ici ou là, quelques craintes, notamment parce que lorsque vous êtes manager et que vous traitez des sujets de maladie, de handicap, d'aidance, ça renvoie souvent à votre histoire personnelle. Et donc, il nous a fallu acculturer les managers et ça demande évidemment un accompagnement, une sensibilisation qui reste toujours d'actualité, mais sur lequel, franchement, aujourd'hui, on a quand même bien avancé. Très bien. Et donc, comme vous le disiez, un engagement très fort de votre direction aussi. Oui, c'est fondamental sur tous les sujets d'innovation sociale. Si c'est porté au plus haut niveau, c'est quand même beaucoup plus simple pour faire adhérer le corps social et surtout les avancées qu'on peut construire collectivement. Mais écoutez, merci beaucoup pour ce très beau témoignage. Bien sûr, vous continuez de poser toutes vos questions. Elisabeth Vado, donc je me tourne vers vous, responsable du département Autonomie Plus pour Malakoff Humanis. Est-ce que donc vous pouvez nous présenter ce dispositif donc pour les personnes aidées? Absolument, Hélène. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un petit support qui va nous permettre de suivre un petit peu toutes les actions réalisées. Donc, je m'appelle Elisabeth Vado. Donc, au sein de l'action, je travaille au sein de la direction Action Sociale Retraite et je m'occupe du département Autonomie Plus. Donc là, on présente bien les dispositifs de l'action sociale retraite du groupe. Alors effectivement, la direction santé, prévoyance, épargne propose également, elle, des dispositifs et pour information, assure un Français sur 6. Côté retraite complémentaire, nous nous occupons d'un Français sur 4. Ça, c'est pour planter un petit peu le décor. Nous sommes un groupe paritaire, mutualiste et à but non lucratif. Donc ces éléments nous permettent de montrer un petit peu. Alors, en fait, nous nous occupons en retraite complémentaire d'un Français sur 4. Toutes les caisses de retraite complémentaire proposent des dispositifs. Certains sont communs pour tout ce qui concerne la fédération Agir Carco. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui concerne pour les dispositifs communs la fédération Agir Carco. Et si toutefois une personne appelait la caisse de retraite complémentaire Malakoff Humanis, elle serait de toute façon orientée vers son groupe de protection sociale et vers sa caisse de retraite. Donc les personnes nous contactent vers le numéro 39 96 ou notre site Essentiel Autonomie.
Alors, que fait-on? Nous accompagnons simplement la personne âgée, en perte d'autonomie et son proche aidant. Donc, nous accompagnons les aidants comme les aidés comme les aidants. Accompagner un aidant, c'est d'abord en général effectivement le soulager de la charge et donc proposer des dispositifs pour l'aider. Pour donner une petite idée de volume, Hélène, donc on a accompagné l'année dernière 13 000 personnes et ça va être à peu près la même chose cette année. C'est un accompagnement qui se fait par téléphone, qui est personnalisé, qui se fait pas à pas en fonction du besoin de la personne. C'est du sur-mesure également, puisque chaque situation va être différente dans le couple aidant-aidé ou dans les besoins des personnes, ainsi que dans leur niveau d'information. On va orienter également, bien évidemment, on ne va pas réinventer ou mettre en place des dispositifs qui existent déjà. Nous allons orienter vers les dispositifs légaux, vers des dispositifs extra-légaux, vers des partenaires avec lesquels nous travaillons et des associations, bien évidemment, d'utilité publique comme France Alzheimer et d'autres associations. Nous avons mis en place également un panier de services parce que nous voulons répondre à des besoins urgents et nous sommes en mesure d'organiser tous ces services et toutes ces prestations directement auprès de la personne et c'est ce que nous allons voir après. Nous prenons également en charge des démarches. C'est pas simplement une orientation, mais nous allons tout faire de A à Z. Ça peut s'accompagner évidemment parfois de besoins financiers. Là, nous allons débloquer des aides. Évidemment, tout cela avec de l'écoute, des conseils et de l'information en fonction du niveau d'information et des besoins de la personne. Alors, sur l'axe de l'assistance au quotidien, qui est un axe important, on est en mesure d'organiser du portage de repas. C'est un petit peu le b.a.-ba, l'entretien de la maison, les aides d'une auxiliaire de vie, pour le lever, le coucher, pour l'aide à la préparation des repas, des sorties accompagnées. Nous avons développé récemment l'assistance informatique et technique. Certaines personnes âgées, certains aidants ont besoin d'aide par rapport à cela pour garder le contact avec leurs proches. Ça peut être aussi simple que ça. Une personne a acheté une machine à café et n'arrive pas à la mettre en fonctionnement. On peut être amené à intervenir, à aider les personnes à ce niveau-là. On est vraiment sur le quotidien. Et depuis peu également, l'aide aux démarches administratives à la maison. Ça peut concerner la déclaration d'impôts, comme le tri du courrier ou l'inscription sur des sites Internet. Nous avons des services qui nous permettent de développer cela. Je peux vous donner par exemple l'exemple de Caroline, qui a vraiment appelé notre structure. Elle a appelé le 3996 pour préparer le retour à la maison de sa maman. Sa maman a 73 ans, elle est en GR3, donc elle n'a pas le droit à certains dispositifs. Et cette personne a été hospitalisée 2 semaines. Donc Cindy, la conseillère Autonomie Plus, qui est chargée d'intervention sociale, a mis en place un plan d'aide adapté. Donc il y a une auxiliaire de vie qui va passer matin et soir pour l'aide à la toilette, le temps de la cicatrisation. Une aide ménagère sera présente également le jeudi de 14h à 16h et les repas seront livrés pendant 2 semaines. Nous voulons permettre un retour à la maison dans de bonnes conditions pour Caroline et pour sa maman. C'est un exemple de plan d'accompagnement. Cindy, la conseillère, a également conseillé Caroline, qui est aidante, sur une future demande d'APA. Elle n'y avait pas pensé, mais c'est vrai que ça peut arriver vite. Souvent, suite à une hospitalisation, il y a parfois une perte d'autonomie. Ce n'est pas encore le cas pour la maman de Caroline, mais ce sont des conseils qui ont été donnés. Et nous avons convenu un second entretien avec Caroline pour l'accompagner davantage sur sa situation d'aidant, mais là, elle n'était pas prête pour le faire tout de suite. Nous avons un second volet d'intervention qui est la sécurisation du logement et le lieu de vie adapté. On va réaliser un diagnostic pour réaliser ensuite des travaux d'adaptation du logement. Ça peut être des gros travaux comme des aides techniques qui soient apportées au logement. Ça peut être un accompagnement sur une téléassistance adaptée. Nous proposons également des aides associées, mais nous prenons tout cela en charge. Parfois, quand on ne peut plus rester à domicile, ça va être la recherche d'un établissement. Donc, nous travaillons sur nos propres bases de données de manière complètement indépendante. Donc, sur des établissements classiques comme des solutions
d'habitat partagé, par exemple. Ce sont des choses qui se développent actuellement. Nous allons constituer les dossiers et suivre les dossiers et parfois, si le besoin s'en fait sentir, préparer et aider au déménagement. J'ai l'exemple de Pierre qui s'inquiète pour son papa qui a 85 ans, qui vit seul et dont la salle de bain n'est plus du tout adaptée. Pierre s'inquiète évidemment que Daniel ne tombe et n'arrive plus à se relever. Ce sont des choses qui arrivent régulièrement. Donc Bénédicte, la conseillère, reçoit alors la demande et prend contact avec Pierre. C'est une demande qui est arrivée via notre site internet. Daniel a déjà un plan d'accompagnement à pas, donc on ne va pas pouvoir mettre en place des aides qui existent déjà, mais on va pouvoir les compléter. Et ce que nous avons fait là, c'est envoyer un ergothérapeute pour un diagnostic au domicile de Daniel, avec son accord bien évidemment. Nous avons recherché des artisans, étudié les devis et les plans de financement possibles avec l'ANA, les aides de Malakoff Humanis également. Et c'est Autonomie Plus qui va suivre les travaux. Nous avons eu le retour de Pierre qui était ravi de sa nouvelle salle de bain. Voilà pour un exemple très concret, là pour le coup, d'adaptation du domicile. Nous intervenons également pour aider sur la vie sociale, le bien-être et les loisirs. On retrouve ici l'utilisation des outils numériques, des solutions également pour maintenir le lien avec les proches, avec notamment de la médiation familiale quand c'est nécessaire. Nous organisons également des sorties accompagnées. Et là, c'est un dispositif commun de la Fédération Agir-Carco. Ce sont des sorties véhiculées ou non véhiculées pour aller chez le médecin, rendre visite à des proches, sortir au musée et être accompagné également pour ces sorties. C'est très concret. Et nous proposons en parallèle des activités culturelles et de loisirs. Martine et Gilbert, c'est un couple que nous connaissons sur Autonomie Plus, qui avait vraiment une grosse baisse de morale aux sorties de l'hiver en janvier de cette année, et que nous avons accompagné sur un gros manque d'emprunt et un sentiment d'isolement. Et on a compris que cet isolement était vraiment lié à l'éloignement avec la famille. Et ce qui a été mis en place, c'est une formation, une initiation à l'informatique qui a permis à Gilbert de faire de faire des visios justement, pas plus, mais des visios avec son petit-fils qui est à distance. Et ça leur a redonné le moral. C'est parfois très simple. Et en ce qui concerne le soutien et répit des aidants, donc là, on a accompagné les aidés. Souvent, les personnes qui nous appellent sont les aidants, essentiellement les aidants, pour mettre en place des solutions pour leurs proches. L'aidant est parfois épuisé, donc nous avons un plan d'accompagnement vraiment personnalisé, avec un accès à des dispositifs de formation et de coaching. Ça peut aussi parfois passer sur un accompagnement psychologique, on a besoin de prendre du recul. Parfois, c'est le corps, en plus de l'esprit, qui ne va pas bien. Donc, on a des activités de bien-être et de loisirs, comme la socio-esthétisme, par exemple, et des séjours où l'aidant et l'aidé peuvent partir, souffler, avec une prise en charge de la personne accompagnée qui sera faite selon sa pathologie ou son handicap. Nous proposons également, là plus ponctuellement, des solutions de relayage. C'est peut-être des gardes de nuit, de l'accueil en famille ou de l'accueil de jour. Je peux vous parler de Marie, qui est conseillère, qui a reçu l'appel de Laetitia, qui était vraiment au bord de la crise de nerfs pour accompagner son père atteint d'une maladie neurodégénérative. Alors, ce qui se passait avec Hubert, c'est qu'il était très gentil avec l'ensemble des intervenants, mais parfois agressif avec sa fille et de plus en plus souvent agressif. Elle avait vraiment besoin de prendre du recul, Laetitia. Nous avons mis en place là la garde de nuit parce qu'elle ne dormait plus. C'était vraiment essentiel qu'elle retrouve un sommeil de qualité. Et ensuite, Laetitia a accepté de suivre une formation intitulée Humanitude. Donc, il faut savoir se libérer 3 jours. C'est ce qu'elle a fait. C'est une formation qui est basée sur une méthodologie Gineste Marescotti qui se met aux soins d'un service qui s'appelle Prendre soin bien traitant. Donc, il fallait d'abord accepter d'être accompagné et de comprendre que l'accompagnement d'une personne âgée ou en situation de handicap ne s'improvise pas
Et Humanitude propose des outils qui permettent d'améliorer la qualité de vie de l'aidant et de l'aider en maintenant des liens relationnels entre les personnes. Avec Laetitia, le lien avec son papa était vraiment malmené. Et cette formation lui a permis de retrouver des façons de faire et d'agir vis-à-vis de lui et de retrouver une relation avec lui. C'est une formation que nous avons mis en place en mars, qui est très plébiscitée, qui se passe actuellement en région parisienne et que nous sommes en train de d'étendre au niveau national. Tous les services dont je vous parle sont nationaux. On est en mesure d'intervenir partout en France. Voilà, pour les services et les prestations que nous mettons en place. Et à côté de cela, évidemment, nous pouvons être amenés à délivrer des aides purement financières, soit en payant directement le prestataire ou directement la personne qui en a besoin. Alors tout à l'heure, on a parlé d'un contact qui est arrivé par le site Essentiel Autonomie. C'est notre site d'information, de conseil, sur lequel nous recevons la visite d'1 500 000 visiteurs par an. Ces personnes peuvent prendre rendez-vous ici pour entrer directement en contact avec notre service Autonomie Plus. Voilà pour le tour de situation sur la caisse de retraite complémentaire Malakoff Humanis. Merci beaucoup, Elisabeth, donc pour cette présentation très complète. Peut-être une dernière question là aussi sur les perspectives de développement ou d'évolution, parce que là aussi, comme ce qu'a présenté Philippe Triboulet, on voit une offre qui s'enrichit au fil des ans. Donc, est-ce que là, vous avez quelques idées ou quelques projets? Oui, nous faisons toujours plus de services au niveau national, notamment sur tout ce qui va être relayage ou baluchonnage, qui sont des solutions ponctuelles de jour sur lesquelles effectivement l'offre est vraiment grande, elle est pléthorique, mais en même temps, elle n'est généralement pas nationale. Donc nous essayons de la coordonner au niveau national pour présenter une offre facilement accessible à tous nos bénéficiaires. D'accord. Et un petit point peut-être sur les expérimentations, justement, relayage, baluchonnage, où en êtes-vous? Alors, on a une expérimentation effectivement en relayage en région, où les personnes s'adressent directement au niveau local à leur centre d'action sociale et ils sont orientés vers des solutions de relayage. Et nous allons contacter ces bénéficiaires pour connaître leur niveau de satisfaction et les accompagner sur l'ensemble du panier de services que nous proposons. Merci beaucoup, Philippe Triboulet. Vous souhaitiez réagir? Oui, je voulais apporter un complément d'information au propos d'Elisabeth, puisque Malakoff Humanis est un partenaire historique de la Banque Populaire Val-de-France. Nous sommes en contact régulièrement avec eux. Oui. On a l'occasion de relayer les offres de Malakoff Humanis auprès de nos collaborateurs d'une manière générale. Le 3996, c'est un numéro qu'on véhicule dès qu'on peut auprès de nos collaborateurs aidants, mais au plus grand nombre également. Malakoff nous a permis aussi de financer depuis ces dernières années toutes les sensibilisations et formations auprès de nos collaborateurs. Et au-delà de ça, ils interviennent aussi auprès de nos collaborateurs seniors, lorsqu'on commence à travailler avec eux le sujet de la retraite. C'est vraiment un partenaire précieux. Je voulais le signaler. Merci beaucoup. Alors peut-être, effectivement, pour être tout à fait complet, si l'employeur donc n'est pas aussi dynamique que vous, ou voilà, où les complémentaires sont peut-être un peu moins investis pour certaines, donc il nous paraissait vraiment important de faire un point sur le droit commun avec vous, donc Yves Demazy, bien sûr. Vous continuez de poser toutes vos questions. Et donc, voilà, qu'est-ce que je vais vous demander un petit peu de nous présenter ce qui existe et peut-être de nous dire quand les proches aidants sont entrés dans le droit commun. Alors bonjour à tous. Alors cette question, elle m'avait été un petit peu posée en amont. J'avoue que spontanément, je vous avais répondu, alors très spontanément, toujours et jamais. Moi, je suis assistant social. Je suis dans une approche où mon métier est d'accompagner les personnes vers le droit commun, mais aussi les droits spécifiques. Alors sur la question de l'aidant, en tant que formateur, j'accompagne beaucoup d'aidants familiaux aussi sur l'obtention de leurs droits.
En termes de temps, en tout cas de temporalité, d'un point de vue juridique, le terme proche aidant, il date que de 2015. Donc c'est assez nouveau d'un point de vue juridique. On parle maintenant de proche aidant pour les personnes âgées, on parle d'aidant familial pour les personnes en situation de handicap. Et si on se réfère au droit, la question du droit commun, c'est l'ensemble des règles juridiques qui sont applicables à toutes les situations, sauf quand il y a des dispositifs ou des règles spéciales particulières ou des dispositifs particuliers. Le droit commun, il est subsidiaire. On a toujours le droit spécial qui va primer s'il existe. Le droit à congé, il est pour tous les salariés. Le droit spécifique, on va peut-être en parler après, justement, le droit des congés pour les aidants. Mais si je replace la focale, moi, en tant que travailleur social, sur cette question d'obtention et en tout cas du droit commun pour les aidants, moi, j'avoue que ma réflexion, elle est surtout nourrie par toutes les situations de non-recours, sur toutes les situations que j'ai pu rencontrer maintenant depuis quelques années. Alors, il y a des hypothèses, peut-être que dans les réactions que vous aurez, il y aura d'autres choses que je vais pouvoir exprimer ici. Moi, j'entends souvent chez des aidants l'attitude, la position, leur présence, leur dévouement auprès de la personne aidée comme étant quelque chose de naturel. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas demandeurs. Pour eux, c'est normal. Ce qu'ils font, c'est normal. À force de dire ça, déjà, ça veut dire qu'on ne montre pas qui on est. Moi, j'ai beaucoup écouté les dispositifs qui ont été exposés par Elisabeth et Philippe. Ce sont des dispositifs qui sont très visibles. Les aidants qui ne font pas valoir leurs droits, ils restent dans le côté invisible. On ne les voit pas, on ne les connaît pas. Ils ne font pas valoir leurs droits, ils sont invisibles dans la société. Ce que moi je peux voir dans le temps, c'est que ces personnes, le risque de ne pas faire valoir leurs propres droits, c'est et de s'épuiser et de passer à côté de droits qui sont fondamentaux pour maintenir un équilibre. Ça, c'est, on va dire, sur le droit commun. On a aussi sur la question même des droits spécifiques liés au statut d'aidant. Ce qu'on constate aussi, c'est la difficulté pour un aidant de faire valoir ses droits. Les démarches administratives, elles sont très complexes, elles sont très chronophages, et il y en a quand même un certain nombre qui s'épuisent avant même de faire aboutir leurs droits, et qui font donc la passe sur un certain nombre de droits. C'est là où on parle de non-recours. Alors c'est difficile d'avoir le chiffre, difficile d'avoir des chiffres par rapport à ça. C'est et du ressenti, bien sûr. Alors moi, je traverse énormément de situations chaque année. Je dirais quand même que pour moi, l'accès au droit, il n'est pas simple. C'est un euphémisme de le dire. Et je parlerai même un petit peu de double peine, si vous voulez, pour l'aidant. À partir du moment où lui, déjà, dans son quotidien, il doit prendre le temps de s'occuper de l'autre, de son proche, il faut en plus qu'il trouve du temps de s'occuper de lui, de faire valoir ses droits en tant qu'aidant, et bien souvent aider la personne aidée à elle aussi faire valoir ses droits. Donc c'est quand même une situation qui est excessivement complexe. Si je cite Michel Serrault, je dirais que la situation est grave mais pas désespérée. On entend qu'il y a des dispositifs. De mon côté, les dispositifs sont évidemment bons à prendre et très très bons à développer. Ça donne les choses, ça rend la situation beaucoup plus visible. Mais faut-il encore accompagner la personne pour aller jusqu'à composer un numéro de téléphone, jusqu'à ce qu'elle puisse se considérer, elle, déjà comme aidante. C'est ce qui est déjà un gros travail pour un grand nombre de personnes. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, tout à fait. Et donc, est-ce que vous pourriez, on va abuser de vos connaissances, mais nous présenter un petit peu les dispositifs spécifiques lorsqu'on est salarié ou même après jusqu'à la retraite ou après la retraite? Oui. Et là, du coup, ça fait un certain nombre de pages. Donc, je vais essayer d'être à la fois précis et pas trop rentrer dans les détails. Moi, j'ai essayé de diviser toutes les aides qui sont possibles par rapport au droit en 4 parties. On a parlé un petit peu, Philippe a parlé tout à l'heure de la question des congés par rapport aux dons. Donc, on va commencer par les congés. Il existe un certain nombre de congés spécifiques. Pour aller très vite, il y a le congé en cas d'annonce d'un handicap. On peut, en tant que salarié, pouvoir bénéficier à minima de 2 jours de congé. Il y a congé de présence parentale. Alors là, je m'adresse aux parents qui s'occupent d'un enfant de moins de 20 ans. Il y a des possibilités d'avoir 310 jours de congé sur une période de 14 mois.
pardon, 14 mois sur une période de 3 ans, pardon, ce qui peut être renouvelé au bout des 3 ans ou en cas de rechute. Ce congé est non rémunéré, mais aujourd'hui, il est possible de bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale. Donc ça fait partie des nouveautés. Le congé de présence parentale, il peut être indemnisé via la CAF à hauteur de 62,44 € par jour pour maximum 22 jours par mois. Voilà, faites vos calculs. Ce droit-là, donc, il peut être ouvert sur 3 ans. Donc, on peut aller jusqu'à 620 jours s'il y a un renouvellement. Il y a aussi une possibilité d'être en demi-journée, donc évidemment d'être sur un arrangement avec le travail aussi. Il est non fiscalisable et par contre, il n'est pas toujours cumulable avec d'autres prestations. Donc là, je ne rentre pas dans les détails, mais un droit ne se cumule pas nécessairement avec d'autres droits. Vous avez le congé proche aidant. Donc le congé proche aidant, pour ceux qui connaissent, c'est celui qui a remplacé le congé de soutien familial. Donc maintenant, les conditions ont évolué. Il n'est plus soumis à une condition d'ancienneté pour un salarié et il peut être aussi indemnisé. Donc il s'adresse à tous les salariés qui souhaitent suspendre leur contrat, donc leur contrat de travail, pour s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. C'est ce qui s'évalue. Donc le proche qui ouvre ce congé peut être le conjoint, l'ascendant, le collatéral jusqu'au 4e degré, l'ascendant, le descendant ou le collatéral du conjoint, mais aussi la personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables. Donc le droit s'est un peu élargi. Il y a toute une démarche, évidemment, à former son employeur, faire la demande. Et il y a une possibilité d'être indemnisé également sur ce congé. Donc à hauteur de, on est sur le même montant, 62,44 € par jour, ou 31,22 € pour des demi-journées, en sachant que le nombre maximal d'allocations versées est de 66 allocations, et de 22 par mois. Donc le congé, en gros, est de 3 mois maximum. C'est clair, ça? Pour moi, c'est voilà, 3 mois maximum pour avoir une indemnisation sur ce congé. Ensuite, il existe le congé de solidarité familiale. Donc, ça, c'est le congé qui permet d'assister un proche souffrant d'une pathologie qui met en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Donc ici, l'interlocuteur n'est plus la CAF, l'interlocuteur, c'est la Caisse primaire d'assurance maladie, parce qu'il y a une prestation qui peut être versée, c'est une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Le montant est de 60,55 € pour une durée maximale de 21 jours. Il peut être d'une durée de 42 jours si on est sur des demi-journées, donc l'indemnisation est de 30,28 €. Cette allocation-là ne se cumule pas avec d'autres prestations non plus, on est sur des prestations un peu contraintes. Le don de congé, on en a parlé, ça c'est les possibilités qui sont données aux entreprises. Bon, voilà, ça a déjà été dit, de pouvoir bénéficier d'une solidarité au sein de l'entreprise et d'avoir un nombre de congés en tant qu'aidant. Le deuxième point, si ça va pour vous, très bien, c'est le droit à être rémunéré ou dédommagé en tant qu'aidant. Donc il y a deux principes un petit peu différents. Si la personne aidée est en situation de handicap et qu'elle est bénéficiaire d'une prestation de compensation du handicap, la PCH, si ça vous dit quelque chose, attribuée par la Maison départementale des personnes handicapées, donc la MDPH, si la personne aidée dans ce cas-là, elle peut soit salarier un membre de sa famille, à l'exception du conjoint, du concubin, et des parents et des enfants de la personne en situation de handicap, sauf en cas de handicap très très lourd. La personne aidée ne doit pas avoir fait valoir ses droits à la retraite et elle doit avoir cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle. Donc ça, c'est dans le cadre d'une démarche auprès de la MDPH pour une personne aidée en situation de handicap. Si la personne ne peut pas, l'aidant ne peut pas être salarié, parce qu'il ne coche pas toutes les cases, il peut être dédommagé. Donc là, on n'est plus sur une rémunération, on est sur un dédommagement, c'est donc une somme d'argent, ce n'est pas un salaire, c'est non fiscalisable,
Et le montant est calculé sur 50% du SMIC horaire. Donc on est plus ou moins, pour moi, à 4,50 € de l'heure. Cette somme est majorée si l'aidant familial réduit ou abandonne son activité professionnelle. Le montant passe à 6,75 €. C'est un dédommagement, ce n'est pas un salaire. Donc là, je vous parlais de personnes en situation de handicap. Si la personne aidée est une personne âgée, et si elle bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie, donc ça c'est l'APA, alors une partie de l'APA peut être utilisée pour rémunérer une aide à domicile. Donc l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, c'est une allocation qui est destinée aux personnes âgées de plus de 60 ans et en perte d'autonomie. L'APA, elle est versée par le conseil départemental. Et pour faire une demande d'APA, il faut se rapprocher des services du conseil départemental. La personne âgée peut rémunérer n'importe quelle personne en tant qu'aide à domicile, sauf si cette personne est celle avec laquelle elle vit en couple. Mariage, pax ou même concubinage, même l'union libre. Ce n'est pas possible. Si la personne âgée devient employeur, elle est particulier employeur. Elle peut utiliser des chèques CESU, elle salarie la personne. Ça, c'est dans la possibilité qui lui est donnée de salarier un proche. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est très clair. Le troisième point que je voulais aborder, il a aussi été abordé au travers des dispositifs qui ont été présentés, c'est le droit au répit. Alors, le droit au répit, c'est particulier parce que sur le territoire, ça prend des formes excessivement différentes. Il existe des plateformes d'accompagnement et de répit. Donc, en France, aujourd'hui, il y en a 220 plateformes qui sont là pour apporter un soutien aux proches aidants. Ces plateformes, elles répondent à un besoin d'information, donc déjà, d'écoute, de conseils, mais aussi de relais. Donc, il y a un annuaire. Alors, j'avoue que je ne l'ai pas préparé. J'aurais pu le faire. Il y a un annuaire qui se trouve directement sur le site dédié aux personnes âgées du gouvernement. Je ne sais pas si on pourra la rajouter. Cet annuaire est assez simple parce que vous mettez votre code postal et ça vous permet d'assez rapidement trouver les plateformes ou la plateforme qui est proche de chez vous. Un peu comme la boussole des aidants, mais j'imagine que ça a dû être abordé ailleurs à un autre moment. De manière aussi un peu plus précise, la loi de l'adaptation de la société au vieillissement, là, en 2015, s'est aussi préoccupée du risque d'épuisement. Elle a institué 2 droits. Donc, le premier, c'est le droit au répit pour les personnes qui sont bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc, dans le cadre de ce plan-là, il est possible de majorer le plan de 540 € par an, au-delà des plafonds théoriques, pour financer un recours, par exemple, à l'accueil temporaire ou à des heures d'aide à domicile supplémentaires. Dans ce cadre-là, il y a aussi la possibilité de bénéficier d'une aide en cas d'hospitalisation du proche aidant. Le droit à une aide financière est aujourd'hui de 1 073 €, au-delà donc des plafonds de l'APA, pour financer un hébergement temporaire ou un relais à domicile. On a parlé du baluchonnage ou de relayage, donc auprès de la personne âgée. Alors également, Hélène, je vous mettrai à contribution, il y a aussi un guide. C'est un guide qui est composé de 17 fiches repères sur le besoin de répit. Donc c'est un guide qui met en avant les dispositifs nationaux, mais aussi les initiatives locales. Alors ça, sur Internet, ce n'est pas toujours hyper simple. Donc il faut aller sur le site du ministère de la Solidarité et de la Santé pour avoir le guide qui a été mis à jour. Aujourd'hui, il est mis à jour en 2022. Il est intéressant parce que les dispositifs nationaux, c'est bien d'en prendre connaissance, mais vous avez aussi la possibilité d'aller voir les initiatives locales et des exemples de choses qui sont assez efficientes parce qu'elles sont locales, donc elles sont issues vraiment de... Voilà, il y a beaucoup d'exemples dans ce guide-là. Je suis sûr que vous l'avez déjà trouvé, Hélène. On le mettra effectivement dans le chat. Je vous remercie. Alors, le 4e point, alors il est pas simple parce qu'il est un peu nouveau, c'est le droit à la retraite avec les évolutions et la législation qui est applicable depuis le 1er septembre. Donc, une des grandes nouveautés, entre guillemets, c'est un dispositif qui s'appelle maintenant l'assurance vieillesse des aidants. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on va l'appeler AVA, j'imagine, parce qu'en France, on aime bien réduire les mots. On va parler de l'AVA.
C'est l'affiliation à l'assurance vieillesse qui permet à l'aidant familial de valider des trimestres pour sa retraite sans qu'il ait besoin de verser des cotisations auprès de sa caisse de retraite. Donc les cotisations d'assurance retraite, elles sont calculées sur base du SMIC et la validation des trimestres prend en compte la période durant laquelle l'aidant s'occupe de la personne en situation de handicap. Donc il y a plusieurs conditions, je peux en parler un tout petit peu quand même, hein, mais alors c'est important parce que le droit à la retraite en France, c'est quand même le nombre de trimestres et les cotisations. Donc il est évident que si on se met en retrait, de pouvoir néanmoins continuer à valider des trimestres, c'est ce qui permettra peut-être d'avoir une retraite à taux plein alors que notre carrière aura été justement mis en pause un petit peu sur des situations où on s'est retrouvé proche aidant. Donc pour bénéficier de l'assurance vieillesse des aidants, il faut soit, par exemple, percevoir l'allocation journalière de présence parentale, j'en ai parlé tout à l'heure, ou sinon il faut assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans en situation de handicap avec présentant un taux d'incapacité d'au moins 80%, ou alors entre 50 et 79% bénéficiant de la PCH. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, il faut se rapprocher de la MDPH pour pouvoir faire ce type de demande, y compris pour une personne qui est adulte en situation de handicap. Il faut que le taux d'incapacité soit d'au moins 80%. Une autre condition, une autre possibilité, c'est de s'occuper d'un proche qui présente un handicap ou une perte d'autonomie grave dans le cadre du congé proche aidant. Donc ce congé proche aidant permet aussi de valider des trimestres si on est dans une situation d'absence de ressources. Et il faut aussi avoir une activité professionnelle réduite ou être sans activité. Donc cette affiliation gratuite, elle dure aussi longtemps qu'on remplit les conditions d'attribution, à l'exception de l'affiliation au titre du congé proche aidant, là qui est limité à un maximum 1 an sur la totalité de sa carrière. Donc c'est vraiment un nouveau dispositif. Suivant sa situation, il y a un formulaire à compléter auprès de la CAF où apparaît la décision de la commission départementale de l'autonomie. Donc ça, c'est une démarche à faire auprès de la MDPH. Donc pour les personnes qui connaissent ou qui ne connaissent pas, faire un dossier auprès de la MDPH, mais on peut voir que la dernière page du dossier prend en considération la situation de l'aidant. C'est là où on va faire reconnaître par la MDPH que nous sommes aidants d'un proche. C'est la dernière page et pourtant elle est essentielle aujourd'hui pour faire reconnaître sa situation et son statut. Voilà pour l'AVA. Il y a d'autres. Alors, il y a une disposition aussi sur les retraites anticipées où on peut aussi valider des trimestres tout en étant dans ces périodes validées dans le cadre de l'AVA. Donc, on voit que c'est très détaillé. Faire valoir ses droits, c'est pas simple, mais c'est dans ce cadre-là qu'on peut vraiment essayer de valoriser un maximum de trimestres. Il y a d'autres considérations, ce sont les majorations de durée d'assurance pour adultes handicapés ou enfants en situation de handicap. Donc, lorsqu'on cesse de travailler pour assurer la charge permanente d'un adulte ou d'un enfant en situation de handicap, on peut, sous certaines conditions, valider un trimestre pour chaque période de 30 mois civils de prise en charge dans la limite de 8 trimestres. Si on commence à cumuler, voyez, on peut avoir des trimestres qui sont validés, cotisés dans le cadre de l'AVA. On peut aussi avoir une majoration de trimestres. Ça veut dire qu'à l'âge auquel on demandera sa retraite, on pourra rajouter 8 trimestres dans le calcul de son droit à la retraite. Donc il y a deux considérations différentes qu'on s'occupe d'un enfant ou d'un adulte. Je ne vais pas trop les détailler. En tout cas, c'est toujours par une reconnaissance d'un taux d'incapacité. Donc on est toujours sur une reconnaissance par rapport à la MDPH, qui est un interlocuteur essentiel. On le voit même sur les droits à la retraite. Alors, il y a un dernier droit qui n'a pas tellement évolué, c'est la retraite pleine à 65 ans. Donc ça, c'est un dispositif particulier. Donc, un aidant familial d'un parent ou d'un proche en situation de handicap, qu'il a été pendant 30 mois dans cette prise en charge, peut prendre sa retraite dès 65 ans, même s'il n'a pas validé tous ses trimestres. Donc, très vite, pour le calcul de la retraite, il faut avoir un certain nombre de trimestres et on va calculer, si on est au taux plein, les 25 meilleures années sur lesquelles sera appliqué le pourcentage. S'il y a une décote, ça peut être parce qu'on n'a pas tous ces trimestres. Si on est aidant et qu'on a été aidant pendant 30 mois,
on peut prendre sa retraite à 65 ans à taux plein, ce qu'on va dire à taux plein, un calcul sans décote, donc même si on n'a pas tous les trimestres qui sont cotisés ou validés. Il y a des conditions qui sont différentes, toujours, hein, que l'on s'occupe d'un enfant ou d'un autre proche. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, on est toujours sur un rapport à la MDPH parce que pour un enfant, il faut que l'enfant ait perçu la prestation de compensation du handicap. Pour l'adulte, c'est un petit peu différent. Il faut justifier de ne pas avoir travaillé ou d'avoir interrompu son activité pendant 30 mois consécutifs pour s'occuper de l'aider. Alors, comme je suis assistant social, moi, j'attire toujours l'attention. C'est compliqué pour moi de mettre des personnes dans des catégories avec une casquette où il est marqué aidant, surtout sur la question de la retraite. La question de la retraite, elle est fondamentale parce que, je disais en introduction, des fois l'aidant peut s'oublier lui-même ou se réduire uniquement à ce qu'il est, c'est-à-dire un aidant, et à oublier un certain nombre de droits fondamentaux. Je vous parle d'un droit de la retraite à 65 ans. Aujourd'hui, en France, on peut partir à 60 ans à la retraite. On peut même partir à 58 ans à la retraite. On peut partir à 62 ans pour une aptitude. Mais au fond, ces dispositifs, ils sont à regarder pour qui je suis à l'âge que j'ai et à quel âge je peux partir à la retraite, indépendamment que j'ai été aidant ou pas. Si j'ai été aidant pendant toute ma vie, ce qui est, on le sait dans les témoignages, hein, quand on est aidant, c'est un jour toujours, et ça peut durer très longtemps, on peut arriver à 62 ans à être complètement épuisé et ne plus être en capacité de travailler. Il existe un dispositif. La retraite pour une aptitude, c'est une décision qui est donnée par un médecin conseil de la sécurité sociale au vu de sa capacité de travail. Qu'on ait été aidant ou pas aidant, le médecin conseil doit évaluer la situation de la personne pour ce qu'elle est au regard de sa santé. La retraite carrière longue, certains aidants ont travaillé depuis des fois 14 ans, 15 ans, 16 ans, ne se rendent pas compte, mais ils peuvent partir dès 60 ans. Si on leur dit uniquement vous êtes aidant, vous partez à 65 ans, ils risquent de partir à côté d'autres droits. Et ça, je pense, c'est fondamental pour tout. Il y a le droit spécifique, mais ce n'est pas parce qu'il y a un droit spécifique pour les aidants qu'il ne faut pas regarder les autres. Et regarder les autres droits, c'est se considérer pour qui on est aujourd'hui au moment où je fais une demande, par exemple pour la retraite. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. C'était un vrai challenge hein, parce qu'on se rend compte quand même d'une extrême complexité. Hein. En plus, on ne fait pas toujours appel aux mêmes financeurs, entre guillemets. Donc, c'est quand même extrêmement complexe. Oui. Et juste pour finir là-dessus, on parlait du répit. Donc, moi, je suis formateur pour l'APF France Handicap. Dans le cadre de Repères aidants, moi, j'accompagne des aidants sur la question des droits. On voit bien, il y a deux choses qui sont très importantes. On ne peut pas décider si on ne connaît pas ses droits. Personne ne peut décider à votre place. Et si vous n'avez pas une visibilité de tous les droits qui existent, au pire, ça veut dire que quelqu'un choisit pour vous et ce n'est peut-être pas la bonne solution. Au pire, on ne sait pas et on en reste là. Ça, c'est quelque chose, on voit bien que nous, dans notre métier, alors là, je parle des travailleurs sociaux, c'est d'aller chercher pour les personnes pour donner de l'information. Et après, c'est aussi d'accompagner les personnes à être dans leur histoire, à d'accepter ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui pour elles et de considérer cette situation-là. Voilà, c'est même en amont, si vous voulez. Les dispositifs, ils sont de plus en plus diversifiés. Il y en a de plus en plus sur le territoire. Ils sont très, très bons. Mais encore faut-il amener les personnes à aller vers ces dispositifs. Mais ça, c'est mon regard, moi, d'assistant social. Absolument. Avant, j'ai une question, Monsieur Demasy, mais peut-être j'aimerais faire réagir Philippe et Elisabeth sur ce phénomène de non-recours, le fait que les proches aidants ont tendance à s'oublier, à considérer que c'est normal. Elisabeth, on l'a presque vu dans un témoignage que vous avez exposé avec cette femme qui en peut plus quoi, avec son papa. Donc, comment est-ce qu'on pourrait là aussi améliorer les choses? Et est-ce que finalement, le fait d'en parler, va faire prendre conscience aux aidants de l'importance aussi de prendre soin d'eux? Oui, effectivement. Ou Elisabeth? Communiquer, en parler, pour que la personne elle-même prenne conscience. Peut-être qu'on pense qu'on a fait le tour du sujet, qu'on ne peut pas se faire aider, que de toute façon la situation est trop complexe, que les techniques ne serviraient à rien, par exemple de priorisation de choses dans sa vie ou des techniques de prise de recul. Mais elles ont des effets. Alors après, c'est du pas à pas.
Il n'y a rien de spectaculaire ni de révolutionnaire, hein. C'est pas une baguette magique qui fait que tout d'un coup tout va bien, mais au moins il y a des progrès qui sont faits, des journées qui se passent mieux que d'autres, qui font que petit à petit on avance et on reprend aussi espoir. On passe parfois même des bons moments, hein, avec la personne et souvent avec la personne qu'on accompagne, sauf quand ça s'envenime. C'est à ça que ça sert. Parfois, une semaine, effectivement, un séjour répit aidant aidé d'une semaine, ça c'est clair que c'est ressourçant. Mais les techniques également qui s'accompagnent et que l'on propose à travers nos coachings donnent des gains d'efficacité aussi, peut-être plus ponctuels. Bon, après, il faut les pérenniser, hein. C'est un investissement aussi parfois. On a des personnes qui nous disent, non, mais je n'ai pas le temps. On le comprend parfaitement. Voilà pourquoi les séances de coaching, généralement, ça se passe par téléphone, c'est 1 heure et demie. Et c'est pas la formation dont j'ai parlé tout à l'heure, qui là, c'est 2 jours plus une journée de rappel pour asseoir les connaissances, effectivement. Merci beaucoup, Philippe. Oui, côté entreprise, je veux bien apporter un témoignage complémentaire. Nous, les formations et les accompagnements qui sont financés par Malakoff Humanis et qu'on dispense auprès de nos collaborateurs depuis des années sont vraiment pour ceux qui en bénéficient une respiration, vraiment, ils se sentent moins seuls. Il y a autre chose aussi qu'on met en place depuis maintenant 2 ans, c'est le Café des aidants. Qui est un espace de parole que nous organisons avec l'Association française des aidants. Et nos collaborateurs qui participent nous disent après coup, c'est vraiment bien. D'abord, je me rends compte que je ne suis pas seul. Je rencontre des collègues que je n'imaginais pas aidants. Et puis, dernière chose, et c'est peut-être la plus importante, grâce à ces actions, on fait rentrer l'émotion dans l'entreprise. Or, l'émotion, c'est quelque chose qui reste encore peut-être majoritairement tabou. Et le fait de faire rentrer de l'émotion montre que l'entreprise est à l'écoute de ses collaborateurs. Et donc, vous avez fait le choix de faire appel, Philippe, justement à une association. Oui. Donc, c'est aussi l'importance du milieu associatif Exactement, pour vous accompagner. Ça assoit notre légitimité à mener des actions. Et puis, ce sont des professionnels de l'accompagnement. Donc, on tout à fait satisfait de ce partenariat. Si je puis me permettre, parce que j'aime beaucoup cet échange, parce que, au fond, cette question-là, la question de la prise en charge des aidants, au fond, on n'a pas tellement le choix. Moi, si je me pose cette question de regard éthique, il y a quelque chose qui est affreux, mais qu'on doit quand même dire, il y a 1 aidant sur 3 meurt avant la personne aidée. Quand on vous dit ça, quand même, on peut imaginer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. On ne peut pas imaginer que la personne qui vient en aide à quelqu'un, 1 personne sur 3, décède avant même la personne aidée. Donc ça pose une question éthique et certainement sociétale. Quand on est aussi très terre à terre, hein, je regardais les chiffres, le Haut Conseil de la Santé estime que la contribution des aidants, en gros, fait économiser entre 12 et 21 milliards par an à l'État. On voit bien ce que ça peut représenter, tout ce qui est fait par les aidants. Et le dernier chiffre, et c'est pour ça que je pense qu'on est obligé de réfléchir avec tout le monde, tous les partenaires, y compris et surtout l'entreprise. Les chiffres, pour moi, ils sont très parlants. En 2020 et 2030, le nombre de personnes âgées de 75 à 84 ans va augmenter de 50%. On va passer de 4 millions à 6 millions. Donc de toute façon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, nous allons tous être confrontés à cette question-là. La plupart des aidants qu'on commence à rencontrer sont d'ailleurs aidants, mais verticalement ou horizontalement, des fois sur 2 niveaux. Ils sont à la fois aidants de leur enfant en situation de handicap et en plus ils s'occupent de leur mère qui est maintenant dépendante, à domicile. Donc, et cette personne-là travaille. Comment voulez-vous, dans une seule vie, en même temps vous occuper de vous, de votre travail, de votre enfant, de votre parent, de votre cousin? Donc, on est obligé d'être dans une réflexion qui est sociétale, où chacun a sa part et de responsabilité. Et plus on mettra les choses en visibilité, plus on fera avancer cette question qui est vraiment sociétale. Elle n'est ni sociale, ni elle est réservée à personne. Elle doit être prise par tout le monde, pour moi. Voilà. J'aime bien cette réflexion d'Yves sur le gain qu'apportent les aidants à la société. Parce que finalement, moi, je vous ai dit tout à l'heure que l'entreprise faisait rentrer de l'émotion, mais l'entreprise est un animal à sang-froid. Et si elle mène des actions d'innovation sociale comme ça, c'est aussi par souci de performance.
D'abord, vous êtes dans l'anticipation de ce qu'on vient d'évoquer avec le vieillissement de la population. Mais si derrière, on est attentif auprès de nos collaborateurs aidants, ce sont des collaborateurs qui seront plus performants, car plus reconnaissants vers l'entreprise. Merci beaucoup. Elisabeth, je ne sais pas si vous souhaitez réagir, ne serait-ce que sur les éléments de démographie qu'a pu citer Yves. J'imagine que c'est quelque chose que vous avez anticipé, donc peut-être effectivement une montée en puissance des besoins des proches aidants. On va recruter, hein. Non, on a bien ça en tête, effectivement. Donc, à nous d'accompagner les bonnes personnes, d'avoir aussi des circuits internes dans l'entreprise de détection des appels, notamment sur le 3996, qui est le numéro action sociale de l'action sociale, enfin à la fois retraite et assurance, et qui effectivement oriente vers les dispositifs adéquats. Oui, on a ça en tête, évidemment. Merci. Vous continuez bien sûr à nous poser vos questions ou à réagir dans le chat. Peut-être aussi, Yves, un petit point sur des initiatives locales qui pourraient être intéressantes de promouvoir, ou peut-être sur des combats associatifs que l'on mène. Et ils sont nombreux à être menés. Mais oui, c'est pour ça que je suis intervenu. Au fond, les initiatives locales... Faire un inventaire à l'après-vert, c'est juste pas possible. On a parlé tout à l'heure des cafés des aidants. Moi, il me semble qu'on n'a pas abordé quelque chose qui, moi, me semble important, c'est la question de la pérédance. Et la pérédance, c'est de permettre déjà à des personnes qui vivent la même chose, à la fois de les partager, mais de rencontrer aussi des personnes qui ont elles-mêmes trouvé leur solution. Leur solution ne sera pas celle qui va être transposable nécessairement à l'autre, mais ça va lui donner peut-être un champ des possibles, peut-être une démarche à laquelle elle n'aurait pas pensé, que ce soit même avec son employeur, parce que ce n'est pas évident de se rapprocher de son employeur pour faire part d'une situation où on devient proche aidant, où on va être en difficulté. Donc les initiatives locales, à partir du moment, je trouve, où elles permettent de sortir les personnes de l'isolement, de réussir à trouver un équilibre entre la vie privée, la vie professionnelle, la vie d'aidant, elles sont toutes bonnes. Qu'elles viennent de l'entreprise, qu'elles viennent de l'associatif, qu'elles viennent même de la personne elle-même qui va monter son petit groupe Facebook, mais tout ça est bon à prendre. Ça amène de la visibilité. Je pense qu'on en avait aussi parlé un petit peu en amont, Hélène, de cette question de si on rend les choses visibles, ça veut dire qu'elles vont être partagées par tout le monde. Ça va devenir réellement un problème de société et pas un problème d'experts ou un problème de chiffres. Et ça va donc amener une problématique à laquelle il va falloir qu'on réponde ensemble. Donc non, je n'ai pas nécessairement localement des initiatives comme ça à préciser, mais parce que j'ai envie de dire, mais toutes les initiatives, elles sont bonnes, et elles sont bonnes à être encouragées et à être mises en visibilité. Et en termes de... Oui. Pardon, je voulais rebondir sur ce que disait Yves. Ce qu'on essaye de faire, effectivement, c'est de coordonner tous les dispositifs dans les territoires. Donc, on travaille pour ça avec la direction des territoires, où on peut trouver une société qui va faire du relayage sur un rayon d'action, je sais pas, de 50 km, et d'autres acteurs qui vont être plus régionaux ou nationaux. Donc, on essaye de coordonner toutes ces initiatives, qui passent aussi, évidemment, beaucoup par des associations, pour être en mesure de proposer un dispositif national. Donc ça, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. C'est plus difficile, évidemment, que de signer avec un partenaire national et de débloquer un budget contre des prestations que l'on va maîtriser de A à Z, évidemment, et avec un prestataire qui sera transparent pour le client. C'est plus compliqué, mais c'est nécessaire, parce que sinon, on ne sera pas à la maille, dans une maille suffisamment fine, notamment au niveau des régions peut-être un petit peu oubliées ou au moins peuplées. Très bien. On arrive presque au terme de notre webinaire. Peut-être, Yves, un mot sur les combats associatifs. Il y a eu aussi quand même la déconjugalisation de l'âge dont on peut se féliciter. Alors, bien sûr qu'il y en a, faire avancer une problématique. De toute façon, oui, bien sûr, ça reste souvent associatif. C'est des représentants, c'est des personnes qui vivent les situations, qu'elles passent par des associations pour faire remonter une problématique et faire avancer sur un projet de société. C'est vrai que la déconjugalisation de l'âge,
c'est le premier exemple qu'on a qui est excessivement intéressant. Si on voit sur l'origine, c'est d'abord une petite pétition, parce qu'au départ, c'est juste ça, qui finit par avoir un nombre de signataires suffisamment important que pour, du coup, parce que la loi le permet, finir au Sénat avec une première lecture, un premier refus, un débat dans la Chambre. On est dans une démocratie. Quoi de mieux que d'avoir un débat sur cette question? Tiens, cette aide sociale, est-ce qu'on la considère différemment des autres? Est-ce qu'être bénéficiaire du RSA, c'est la même chose qu'être bénéficiaire d'une allocation adulte handicapé? Donc, on voit où ça a amené, parce que du coup, voilà, 1er octobre, on est sur, depuis hier, enfin pour moi aujourd'hui, on est le 2, sur cette déconjugalisation de la hache. Bien sûr qu'il y a des progrès sur la question des combats à venir sur la question des proches aidants. Il y en aura. De toute façon, cette vie-là n'est qu'une vie de combat. C'est-à-dire que c'est toujours très frustrant pour la personne qui vit elle-même sa situation, c'est qu'elle ne verra avancer la société qu'après coup. Donc c'est très difficile. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité dans tout ce qui peut être fait, mais tout ce qui peut être fait amènera de l'évolution. Quoi qu'on en dise, on est dans un monde qui est de plus en plus civilisé. Considérer l'autre par sa difficulté, sa défaillance, sa différence, et de l'inclure réellement, donc réellement l'inclure, c'est lui reconnaître une place, un droit, on voit qu'on va dans ce sens-là. Donc oui, et mais c'est un combat de tous les jours. Les associations, France Alzheimer et d'autres sont évidemment là pour ne rien laisser passer. Absolument, et aux côtés d'APF France Handicap aujourd'hui. Peut-être effectivement le mot de la fin de chacun d'entre vous. Et pour poursuivre sur un petit peu cette réflexion sociétale, est-ce que vous avez, les uns et Elisabeth, voilà, le sentiment que les choses ont évolué depuis la crise sanitaire, qu'on prend peut-être davantage en considération la fragilité, on a mis en place le télétravail, est-ce qu'il y a un peu plus de souplesse? Est-ce que on va vers une société plus inclusive, plus respectueuse de la fragilité? Est-ce que cette crise sanitaire a joué un rôle, ou peut-être d'autres facteurs? Elle a peut-être joué un rôle de visibilité, effectivement, par rapport à l'action sociale et sociétale de notre groupe. C'était peut-être plus facile à ce moment-là, effectivement, de faire des actions spectaculaires par leur ampleur, plutôt que d'œuvrer sur différentes thématiques et accompagner un nombre de personnes de plus en plus croissant. Les deux vont de pair, mais c'était peut-être plus facile à la mettre en visibilité. Donc, de ce fait, effectivement, on est peut-être aussi plus connu pour cette action sociale-là, pour ce qu'on fait sur les causes que l'on défend, effectivement. Un peu de visibilité, après, on l'a toujours fait, on le fera toujours. Merci beaucoup. Philippe? Oui, eh bien, je dirais que la crise du Covid nous a permis dans le monde de l'entreprise de réaliser des choses qui auparavant étaient impossibles. Et donc, pour le coup, je pense qu'ayant changé ce curseur-là, ça nous a permis par la suite d'être beaucoup plus attentifs. Peut-être, on l'était déjà, mais je pense qu'on continue à l'être dans le monde des entreprises, à une meilleure qualité de vie au travail. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même aussi des collaborateurs qui sont de plus en plus exigeants vis-à-vis du monde de l'entreprise, et notamment des jeunes générations, soucieux de cet équilibre de qualité de vie au travail et d'équilibre entre la vie perso et la vie pro. Et là, pour le coup, les dents se rentrent complètement dans ce type de dispositif et d'exigence, qui n'est pas toujours formulé, mais qui va devenir de plus en plus prégnante pour les entreprises. Merci. Yves, le mot de la fin? Micro, Yves. Et le micro. J'ai dit un petit mot de la fin, mais dans le silence, encore un tout petit mot. Oui. Non, mais juste sur une petite spécificité, en effet, ce qui a amené la crise du Covid, en tout cas pour moi en tant que formateur, ça a été la possibilité du visio, de ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui. Une personne qui est dépendante chez elle et dont le proche aidant est dans le quotidien, il est très difficile en termes de répit, parce que quand je travaille sur de la formation, ça peut être aussi une forme de répit, de pouvoir prendre du temps, de pouvoir, la France est un pays de campagne, se déplacer, d'organiser sa journée et de venir à la rencontre. On a multiplié des canaux, on a toujours dit le visio, non mais ça ne marchera pas, c'est par défaut. Moi je vois quelque chose, c'est que je rencontre beaucoup de personnes en visio qui habitent des lieux très éloignés.
on est pourtant sur les mêmes droits. Voilà. Donc ça nous a permis, en tout cas moi, ça m'a permis d'aller rencontrer des personnes et des situations et de réfléchir du coup à d'autres modalités et d'intervention et d'écoute. Voilà, je voulais dire quelque chose parce que là on est en visio ensemble et c'est vrai que par exemple, même pour moi, de faire ça avec vous est possible par le visio. On aurait dû l'organiser de manière un peu à l'ancienne, peut-être que j'aurais pas pu ou que voilà. Donc cette évolution-là, elle ne doit pas se réduire, mais elle permet, c'est un des canaux qui s'est développé, ça permet vraiment aussi d'autres choses et d'autres rencontres. Voilà. Merci. Et un immense merci vraiment à vous trois hein, pour toute la richesse de vos propos, de vos témoignages, pour tous vos partages. Merci beaucoup et donc on se retrouve très bientôt.